Donc on va passer à la deuxième table ronde sur l'innovation et l'international. Alors là, on a une table ronde très riche autour des robots, la bioénergie, le solaire thermodynamique à concentration. Donc beaucoup d'innovation et sans doute des gens qui n'ont pas de frontières, hein, parce qu'en fait là, il faut franchir toutes les frontières. Alors la première question qui va venir, c'est comment on attaque l'international, hein, parce qu'en fait il y a une caractéristique qu'on voit bien dans les pays très innovants, c'est tout de suite se projeter à l'international. La meilleure illustration de ça, c'est Israël, qui a un marché intérieur qui n'est pas très volumineux et qui tout de suite se projette à l'international. Et il faut savoir qu'après les États-Unis, les entreprises israéliennes sont les deuxièmes au Nasdaq, hein, donc ça souligne un peu leur implication. Alors on va peut-être commencer avec vous. Marc Delcourt sur bioénergie, puisqu'en fait vous avez fait une annonce ce matin. Donc, et je pense que cette annonce ce matin, elle est intéressante, puisqu'à la fois elle souligne votre trajectoire internationale, mais elle est aussi un peu tactique. Enfin, je le lis comme ça, vous allez me dire si c'est vrai. C'est qu'en fait, bon, l'Allemagne a depuis 3 ans maintenant, fait un choix énergétique important qui est structurant pour son économie, d'ailleurs qui pèse lourd sur son économie, puisqu'en fait ils veulent développer un grand nombre de nouvelles énergies, et que peut-être, en plus du partenariat avec Audi, vous avez sans doute compris ça très tôt, et vous vous êtes dit, ben, c'est un tremplin pour nous par rapport à notre produit. C'est le cas ou c'est pas le cas? Je sais pas, Marc. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Donc déjà sur l'international, nous dans des marchés comme le nôtre, on est forcément international au premier jour. On s'était posé la question, est-ce qu'on s'appelle French Bioénergie ou Essonne Bioénergie et finalement on a choisi Global Bioénergie. Et en fait, dans les faits, ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit par le fait que nos 4 premiers accords industriels ont été faits à l'étranger. Aujourd'hui, donc on en a 5 ou 6, et il n'y en a qu'un seul en France, à Arkema. Mais tous les autres se sont passés à l'étranger. Alors pourquoi? Alors il y a peut-être un peu de nul n'est prophète en son pays. Il y a peut-être aussi le fait que à l'étranger les cultures sont différentes et ça crée des complémentarités. Donc bref, en tout cas, nous, on a été vraiment portés par l'international. Notre accord, un de nos accords essentiels, c'est avec un Polonais. On a un accord avec un très grand industriel américain. Voilà, on a un accord en Nouvelle-Zélande aussi. Donc on est vraiment international du premier jour. Alors maintenant, quelle était notre vision stratégique? On s'est dit, d'abord le business développement, on prospecte partout, sauf en Chine. Quand on a une innovation de rupture, protégée par des brevets, la Chine, c'est quand même un pays inquiétant. Plus tard, la Chine, quand on sera vraiment en phase d'exploitation, marché, hein. C'est un marché gigantesque et vraiment intéressant, mais il y a le fait que la Chine n'est pas encore rentrée dans l'ère de la propriété intellectuelle et que tout ce qui est fait y est copié le lendemain. Et donc, il faut être suffisamment fort, c'est en tout cas notre opinion, pour se présenter en Chine. Mais sinon, on a du business développement partout, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Alors sur l'Allemagne, alors. Donc ensuite, notre vision... Est-ce qu'il y a un lien avec la stratégie énergétique du gouvernement allemand? Pas vraiment. Ça a été notre stratégie de devenir franco-germano-américain, de bénéficier de la complémentarité de l'innovation de rupture française. La France a toujours été forte dans les premiers temps des grands sujets. L'aviation en 1910, la France, c'est la France qui traverse la Manche, c'est pas l'Angleterre qui traverse la Manche. Donc la France a toujours été bonne dans les positions de pionnier. L'Allemagne a toujours vraiment cette culture du procédé et de l'industrialisation qui permet d'emmener les choses à des grandes histoires. Et puis nous, il y a les États-Unis où il y a un leadership qui nous attire, et notre prochain mouvement, et j'espère qu'on aura des annonces pour les 16 ans de Génopole bientôt à faire, c'est de devenir en partie américain aussi, avec bien sûr notre cœur et notre siège et notre centre qui reste en France. Très bien. Alors, Marc Benmaraz, alors vous êtes international par construction parce qu'il faut aller chercher le soleil déjà. Hein. Voilà, donc déjà, il faut mettre vos projets au soleil. Déjà, on est au Génopole, donc c'est inscrit déjà dans les gènes de SolarMed, c'est marqué Euromed, c'est pas marqué Solar France. Hein. Deuxième remarque, c'est que il est vrai que souvent on dit pourquoi une PME de 25 personnes arrive à faire et à réaliser des projets à l'international.
En fait, Où rappelez-vous, vous les faites déjà, dites-le, parce que moi je le sais, mais peut-être pour dire où vous êtes à l'international, voilà. partagez avec l'audience. Tout à l'heure, j'avais dit, effectivement, j'avais insisté sur les aspects innovation, mais j'ai moins insisté sur les aspects effectivement internationaux, parce que j'attendais cette table ronde. Nous sommes 4 technologues français. L'un s'appelle Areva, le deuxième Alstom, le troisième CNIM et le quatrième SolarOmed. Il y a 2 grands, un moyen et un petit. La seule exportation de technologie française à l'étranger, c'est SolarOmed qui l'a faite jusqu'à aujourd'hui dans cette technologie-là. Ça décomplexe. Ça décomplexe. Aujourd'hui, le gouvernement, par exemple, marocain a fait appel à nous. On est en train de réaliser à Ouarzazate une réalisation prototype pour le moment. Le gouvernement jordanien également a fait appel à SolarOmed à l'issue d'un appel d'offres international dans lequel il y avait des entreprises allemandes, des entreprises italiennes, américaines, etc. Et c'est SolarOmed qui a été choisi de par l'efficience technico-économique de nos innovations. Donc je disais naturellement on est internationaux, mais ce que je pense, c'est qu'effectivement le message qu'il faut transmettre, me semble-t-il, c'est de dire quand on est assis quelque part, on est d'abord assis sur la planète Terre. Le marché est mondial aujourd'hui. Il n'y a pas de marché. Tout à l'heure, la remarque sur la commande publique, me semble-t-il, chaque innovation que nous avons tous à proposer au marché, le marché ne se limite pas à son village ou à sa région, pour le conseil régional, ou à son pays pour les appels d'offres français ou les appels d'offres européens. Le monde est notre marché. Oui, mais en même temps, bon, il faut être visible, il faut aller saisir les opportunités. Vous avez, sur les aspects d'utilisation, parce qu'en fait, vous n'avez pas eu le temps de décrire toute la technologie, mais c'est la réutilisation en fait, de l'optique de Fresnel. En fait, on focalise au soleil sur des petites surfaces et on arrive à faire des choses fabuleuses avec cette énergie. Et donc, la mise en œuvre, ça répond à des problématiques particulières aussi qui sont dans le monde, où justement, l'accès à d'autres énergies est plus complexe. Et donc, il y a des zones où c'est plus payant pour vous. Tout à fait. C'est-à-dire quand on regarde la ceinture solaire mondiale, il y a 2 ceintures solaires. Vous voyez un peu l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. En gros, c'est le bassin méditerranéen, l'Afrique saharienne, et vous tirez une ceinture autour de la Terre et vous reprenez la même ceinture sur l'hémisphère sud. C'est typiquement notre marché à nous. Mais par contre, quand je dis notre marché, rappelez-vous, on ne se dit pas, tiens, le solaire, l'électricité. On se dit, il y a des êtres humains, ils ont besoin de quelque chose. Ces êtres humains, quand ils sont isolés, ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin d'eau, etc. Sans revenir à l'aspect technologique que j'ai décrit tout à l'heure, il y a des freins qui sont des freins de type stabilité des pays, de type financement des projets, auxquels, en plus de la technologie que nous proposons, il faut effectivement aller voir les gens, regarder leurs problématiques intrinsèques, savoir comment on peut greffer un financement Banque mondiale pour leurs opérations. Comment est-ce que dans ce pays-là, on lui peut greffer directement ou via des assureurs internationaux comme également la Banque mondiale et d'autres organismes, quand on est dans des pays islamiques ou musulmans, il y a effectivement la Banque islamique, etc., qui peut greffer entre guillemets de la dette ou de l'assurance, etc., pour rendre ces pays qui sont difficiles, qui sont inaccessibles quelquefois, entre guillemets, bancables, et les projets peuvent se faire par la suite, et le marché, entre guillemets, est créé suite à ces différentes actions qui permettent le financement. Merci. On va passer à Lucien Blondel maintenant de MedTech. Donc on a vu les robots d'intervention dans les blocs opératoires, donc vraiment une approche très en rupture, innovante, mais pour autant pas facile à vendre. Donc comment on attaque l'international? Est-ce qu'il faut d'abord placer ces robots auprès de quelques professeurs qui eux-mêmes en feront finalement la vitrine? Voilà, quelle est la démarche internationale? Et d'ailleurs peut-être déjà où est-ce que vous les avez vendus les premiers, ou vous êtes en train de les vendre? Donc c'est une bonne question. MedTech s'attaque à un marché qui, par définition, est international. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près une 50aine de services de neurochirurgie et dont, on va dire peut-être 10 à 20 sont capables de s'équiper de notre technologie. Aujourd'hui, on a déjà vendu 8 à 9 systèmes. Donc on voit que le marché est très très vite saturé. Et donc pour la viabilité de l'entreprise, il faut assurer des ventes à l'international. Dans le médical, ça dépend des secteurs, mais les États-Unis représentent en général plus de 50% du marché. Donc c'est le premier marché qui est visé en termes de volume, mais pas forcément le premier qui est attaqué
en termes réglementaires. Donc la stratégie nous qu'on a suivie, c'est effectivement de partir de notre marché direct, la France, de placer des systèmes chez des sites. Donc le marché français pour vous, je coupe. Il y a des stratégies un peu différentes, on les voit. Pour vous, c'est quand même un tremplin. Donc c'est important finalement d'acquérir sur le marché domestique, je veux dire, un crédit qui est ensuite visible à l'international. Disons qu'on a la chance en France d'avoir une recherche de qualité, mais aussi une médecine et une chirurgie de qualité. Donc pour le traitement de la maladie de Parkinson par implantation d'électrodes profondes, ce qu'il faut savoir, c'est que le site pionnier de cette technique chirurgicale, c'est le site de Grenoble, qui a créé ça il y a une vingtaine d'années, et qui est une technique chirurgicale qui est utilisée maintenant en Europe et aux États-Unis. Ça va être la même chose pour l'épilepsie. C'est des techniques françaises qui s'exportent en Europe, dans nos pays limitrophes, et ensuite aux États-Unis. Donc on bénéficie par nos premiers clients qu'on a pu aborder directement d'une visibilité au travers des congrès, au travers des discussions entre les différentes équipes, d'une visibilité auprès de key opinion leaders en Europe et aux États-Unis. Donc la stratégie, ça a été d'attaquer le marché européen, puisqu'on a, quand on est une petite boîte, on n'a pas beaucoup de moyens, et obtenir des autorisations réglementaires dans tous les pays, c'est un processus très laborieux et très coûteux. Le marché européen, grâce au marquage CE, permet de vendre avec une seule homologation dans tous les pays. Donc ça, c'est la première stratégie. Et ensuite, le marché américain, lui, est beaucoup plus réglementé. Et donc, en général, la stratégie de tous les fabricants de dispositifs médicaux, c'est de sortir une version en Europe. Les Européens font, on va dire, la validation clinique du produit. Et une fois qu'il y a des études randomisées cliniques qui sont publiées, les Américains, qui sont très frileux, commencent par accepter réglementairement la mise sur le marché de leurs produits. Les chirurgiens, enfin les hôpitaux américains. Alors, c'est pas les chirurgiens, parce que les chirurgiens sont très demandeurs et donc ils viennent en Europe. Ouais. C'est la FDA, l'autorité réglementaire de Food and Drug Administration, qui demande des dossiers techniques beaucoup plus complets. C'est paradoxal parce qu'on trouve des médicaments aux États-Unis qu'on trouve pas en France aussi. Hein. Donc je sais pas si. Ouais, alors je sais pas où ils les testent. Je sais pas où est la frilosité, hein. Mais. Donc le paradoxe des États-Unis, c'est que c'est un marché très porteur avec beaucoup de capitaux, beaucoup d'innovation. On a beaucoup de difficultés à vendre en Europe sur des sites hospitaliers parce que c'est des questions de moyens. C'est un système qui coûte environ un demi-million d'euros. Donc il faut aller les chercher par des financements régionaux, des financements nationaux, etc. Et contrairement à l'Europe, aux États-Unis, vous avez des cliniques privées qui sont prêtes à mettre en 15 jours l'argent sur la table pour bénéficier de cet apport de la robotique, qu'ils vont pouvoir médiatiser et surtout qu'ils vont pouvoir récupérer un bassin de patients plus large vis-à-vis de leur concurrence locale. Alors donc on l'a un peu vu là, pour être puissant à l'international, il faut être visible. Alors, Steve Jobs à une époque faisait une conférence de presse, c'était broadcasté partout. Xavier Niel, il envoie un tweet et puis hop, il y a un impact, il y a une visibilité. Comment, quand on est une entreprise qui démarre, comment on fait pour être visible tout de suite sur ces marchés? Alors peut-être avec vous déjà, comment vous avez projeté votre solution, comment vous l'avez rendue visible? Déjà en fait, elle est très originale parce qu'en fait, vous avez des compétiteurs directs qui sont sur le même segment ou... Donc nous, c'est un domaine, comme je disais tout à l'heure, qui est nouveau. Donc voilà. On est à quelques dizaines d'acteurs dans le monde, et chacun de ces acteurs a sa spécificité, son originalité. Nous, on a la nôtre, on a une identité très claire. Donc comment est-ce la stratégie de visibilité, voilà. La stratégie de visibilité, pour moi, elle est d'abord sectorielle. C'est-à-dire que nous, aux États-Unis, on est connus de 1000 personnes, c'est-à-dire les 1000 personnes qui travaillent dans notre domaine de près ou de loin. Les 150 industriels, les 100 investisseurs, les scientifiques qui font référence. Voilà, on n'est pas connu du grand public, on n'est pas connu de tous. Pareil en Allemagne. Et en France, notre visibilité, elle s'est accrue, elle a touché le grand public parce qu'on s'est introduit en bourse. Au moment où on s'est introduit en bourse, on a touché les grands médias, on a touché les particuliers, on a touché... C'est une obligation quand on est en bourse après, parce qu'il faut maintenir cette visibilité. Elle se crée spontanément en fait, d'une certaine façon. Alors évidemment, on y travaille un peu, mais elle se crée par les nouvelles. C'est-à-dire que les gens
les gens ne sont pas tellement sensibles, selon moi, sur le long terme en tout cas, aux effets de publicité. C'est pas en dépensant des centaines de milliers d'euros pour... Publicité, visibilité, c'est pas la même chose. Enfin, je veux dire, c'est d'être connu déjà. Ouais, c'est la fin et les moyens. Mais pour moi, la visibilité, elle se crée par la crédibilité progressive qu'on acquiert avec des nouvelles, avec des événements concrets. Est-ce que vous n'avez pas eu de stratégie de visibilité avec des partenariats ? Il y a des entreprises, des fois, on dit par exemple en France, on ne sait pas pratiquer le chassé en meute, l'Allemagne le fait très bien, des entreprises avec des grands groupes, etc. Vous deux, vous faites sans grand groupe, si je comprends bien, hein, non ? Ou je caricature. Vous avancez seul, non ? Non. 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 Enfin, en tout cas, pour SolarOmed et en ce qui me concerne, nous cultivons, entre guillemets, le travail collectif. Et je vais essayer de l'expliquer sur deux éléments. Premièrement, pour être visible à l'étranger, dans notre domaine, il a fallu que nous ayons d'abord des références d'une certaine taille déjà opérationnelles dans notre pays. Donc, et c'est pour cela que aujourd'hui, SolarOmed est en train de réaliser en Corse la plus grande centrale solaire thermodynamique et la première française. On l'a fait en Corse, elle fait aujourd'hui 15-16 mégawatts, c'est 150 000 mètres carrés de miroirs, c'est 50 hectares de surface. Je vous disais que c'était Fresnel. Hein. Voilà, et en plus la technologie, c'est Augustin Fresnel. Hein. On l'a appelé, je dirais, par remerciement aux physiciens du même nom. Deuxième chose, on a fait, je dirais, déjà cette référence, ça permet effectivement de nous montrer et de démontrer que ça marche et que les gens touchent, voient et regardent la vapeur et l'énergie sortir. Et la mesurer évidemment et nous qualifier. Deuxième chose, j'ai depuis le début, quand j'ai proposé de recréer ou créer cette filière technologique et industrielle en France, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est surtout ne pas la faire toute seule. J'étais allé voir mes grands frères, Eiffage, Total, GDF Suez, EDF, etc. Et à ce jour, nous avons créé en fait une équipe. À l'époque, c'était un club. Et aujourd'hui, on est regroupé au sein du syndicat des énergies renouvelables, solaire thermodynamique. On est aujourd'hui 35 entreprises françaises impliquées dans cette filière. 35 entreprises françaises. Ça va pour la rendre visible, en fait. Pour la rendre visible, pour montrer comment le fabricant de pompes, le fabricant de tuyauterie inox qui a une certaine, etc., le fabricant d'échangeurs, le fabricant de turbines, etc., le fabricant de miroirs, le Saint-Gobain, etc. Donc, comment l'ensemble de la communauté industrielle peut avoir un intérêt à collaborer à cette nouvelle manière de faire cette énergie qui finalement, quand on regarde aux éléments de base, c'est que de l'optique, c'est de la métallurgie, c'est de la thermodynamique, enfin on revient à des éléments de base finalement. Troisième et effectivement élément qu'on a essayé de faire, c'est également nous associer avec nos collègues, j'allais dire naturels, la communauté scientifique internationale. Aujourd'hui, quand vous demandez à quelqu'un aux États-Unis, vous allez à Palo Alto, tout à l'heure j'en ai entendu parler, vous dites SolarOmed, et bien à Palo Alto, les gens connaissent SolarOmed alors que nous sommes 25 personnes en province, à Dijon. Pourquoi ? C'est parce que quand on va dans n'importe quel congrès international, il y a toujours un ou deux papiers, je parle de ce domaine-là, oui, bien sûr. Il y a toujours un ou deux papiers innovants, originaux, de contribution de SolarOmed à l'évolution de la pensée, à l'évolution de certaines solutions et à leur concrétisation pratique. J'allais dire, je répète, que notre credo, c'est toujours servir l'humain. Je finis seulement pour dire pourquoi également on le fait ensemble. On le fait ensemble avec la collectivité nationale. Quand on a proposé ce secteur industriel ou ce secteur technologique, la première chose à laquelle personnellement je me suis intéressé, c'est de dire quelle va être notre contribution. En fait, on va, comme mes collègues, on a demandé à Oseo Innovation de nous aider, aujourd'hui le pays, on a demandé aux investissements d'avenir, on a été lauréat des investissements d'avenir, etc. Donc il y a quand même de l'argent collectif qui est injecté dans nos entreprises. Et la première chose que j'ai commencé à regarder, c'est de dire quel va être le retour à cette communauté de cet investissement qui a été fait par les différents contribuables que nous sommes. J'ai remis un rapport au mois de mars au président de la République sur cette filière industrielle. J'ai démontré, enfin, on était tous à le faire, hein, pas seulement nous, mais j'étais un petit peu l'instigateur. On a démontré que si la filière allait consommer d'ici 2020 1,6 milliard d'euros d'investissement
divers et variés, eh bien, on a démontré que le retour à l'État, c'est-à-dire sous forme d'impôts, sous forme de création d'emplois, etc., eh bien, il allait se faire à hauteur de 3,3 milliards. Deuxièmement, la filière, on a démontré que si elle se développait, technologie en France, exportation vers les pays d'installation, création d'emplois dans notre pays, création d'emplois également dans les pays d'installation, donc on joue gagnant-gagnant avec les pays. En France, on allait créer quelque chose comme 84 000 emplois à l'horizon 2020. Merci. Alors, et pour MedTech, alors la stratégie pour être visible, il y a une approche ou... Alors, il faut être honnête, MedTech est resté invisible pendant assez longtemps. Aujourd'hui, ça l'est. Hein, aujourd'hui, on bénéficie d'une couverture médiatique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2005, on avait développé un premier robot. Le groupe Zimmer nous a vus parce que c'était un groupe américain qui allait chercher et envoyer des émissaires partout dans le monde, dans tous les labos, pour regarder toutes les solutions d'assistance. Donc en fait, vous êtes visible parce que vous n'étiez pas assez caché, c'est ça? Donc, voilà. Ils nous ont trouvés. Aujourd'hui, nous, du coup, notre visibilité, elle vient, je pense, on l'a déjà dit, de l'introduction en bourse. L'introduction en bourse, quand on va discuter avec nos partenaires, nos distributeurs, nos clients, les institutionnels, tous les gens qu'on croise et qui font qu'on va pouvoir attaquer un marché, entre dire qu'on est une petite PME à Montpellier, et encore pas à Montpellier, à Castelnau-le-Lez, pour quelqu'un qui est de l'université d'Alabama, il se demande c'est qui ces bonhommes. Ouais. Si on a, à partir du moment où on est entré en bourse, on voit tout de suite la réaction des gens qui changent et les perspectives de l'entreprise qui se matérialisent et qui sont concrètes pour développer un marché. Alors, oui, allez-y. Donc en fait, oui, pour compléter ma réponse, parce que votre question contenait une question, est-ce que vous y allez en groupe, est-ce que c'est comment ça se passe vos démarches à l'international? Et en fait, nous, on est un peu à contre-pied de je sais pas, du climat actuel. Nous, on fait toutes nos démarches seuls. Donc on va conquérir les industriels en faisant du business développement ciblé, qui vient de chez nous et qui va chez eux, et on passe pas par des groupes, des filières, des organisations diverses et variées. Moi, je pense qu'on dilue une part de son identité quand on fait ça, et qu'il faut. Moi, je crois beaucoup à l'initiative individuelle. C'est pas très collectif, hein, peut-être que ça fait un peu. Non, mais l'entrepreneuriat comprend cette initiative individuelle. Il n'y a pas de contradiction. Voilà, et notre domaine, en tout cas, nous, n'est pas un domaine. D'open innovation, n'est pas un domaine où l'union fait la force, n'est pas un domaine où la multidisciplinarité, tout ça. Il faut marquer les esprits, marquer des grands coups, faire des choses radicales. Et c'est à ça qu'on s'attache. Et en faisant ça, on arrive seul à conquérir des industriels pas forcément tout près d'ici. Jean-Luc, si je peux me permettre, juste, on va être un peu contraint par le temps, et si c'est OK avec question, vous. D'accord. Peut-être aussi une question de la salle, rapidement. Non, mais juste une dernière question, puis on va passer à la salle, mais qui me paraît importante dans la démarche internationale. On n'en a pas parlé, parce que c'est toujours difficile en France de parler de ce sujet, mais c'est l'argent. En fait, pour le développement international, il n'y a pas de secret. Vous êtes tous les deux passés en bourse, je ne sais pas exactement le montage, mais... Pas encore, mais ça va venir. Mais quand on franchit une marche, il faut financer ce passage à l'international. Donc il y a des initiatives d'aide pour catalyser ça au travers de la BPI, etc. Mais la réalité du business, c'est l'investissement privé. Donc juste en 2 mots, et on va passer à la salle, sur le passage en bourse, aller chercher cet argent. Ça comprenait sans doute le développement de l'entreprise, mais aussi le développement international de l'entreprise pour vous? Oui, non, c'est les financements publics, nous on en a eu, on est très reconnaissant donc à l'État français de nous avoir soutenus, mais sur les projets d'innovation et les divers dispositifs d'aide pour aller démarcher à l'international, ne nous ont pas paru à l'échelle. Donc voilà. On est resté loin de tous les systèmes qui existent. Et donc la bourse a plutôt été l'outil. Même avant la bourse, nous on était déjà sur la route avec notre valise et nos billets mais pour se déployer en volume, bien sûr au début, mais pour se déployer en volume, après pour mettre des bureaux, je ne sais pas s'ils sont en Allemagne, etc. Nous on avait commencé l'international avant la bourse, donc c'est un mouvement très tôt dans l'histoire de l'entreprise. Et vous ? Donc clairement, si MedTech est ici, c'est grâce au soutien financier de BPI France et anciennement Oiseo Anvar qui nous a permis d'attaquer nos marchés proches, mais c'est-à-dire que sans faire l'introduction en bourse,
On ne peut pas aujourd'hui, une PME de 25 personnes, attaquer le marché américain, développer une force de vente qui va adresser tout le marché, mettre en place un support technique, puisqu'il faut que les gens réagissent si le robot tombe en panne dans les 48 heures, mettre en place un support clinique, tout ça c'est énormément de financement qu'on va chercher côté privé. La bourse, c'est pour quand alors pour vous? Eh bien, j'espère l'année prochaine ou l'année d'après. Voilà, j'ai dit j'espère. Tout simplement, vous avez compris que, en introduction au départ, j'avais dit que notre entreprise opérait dans un domaine conventionnel. Le domaine de l'énergie est un domaine qui n'aime pas les changements. Bon, voilà. Donc, une des constatations, c'est que nous sommes nés. J'ai décidé effectivement de créer cette entreprise en France, en sachant qu'il y a des freins. Beaucoup m'ont dit tu aurais dû le faire aux États-Unis, tu aurais beaucoup plus de facilité, etc. À aujourd'hui, contrairement à mes collègues, je suis même pas encore au stade de la première levée de fonds. Hein, ça veut dire seulement que ce sont mes deniers personnels jusqu'à aujourd'hui qui nous ont menés jusqu'à cette. Mais s'ils sont importants, peut-être que ça suffit. Malheureusement, je m'appelle Ben Maraz, mais pas Bin Maraz. Donc. Mais effectivement, je dirais plus le temps avance et plus les gens plus le temps avance. Juste pour vous dire effectivement que par ailleurs, n'ayant pas les moyens ni de la bourse ni de la levée de fonds jusqu'à aujourd'hui, effectivement nous avons utilisé des dispositifs qui existent. Et là également, je constate que malgré tout ce qu'on peut en dire, il existe en France des outils efficaces. Par exemple, tout ce qui est UbiFrance, quand il y a des actions collectives. Nous, on a vu par exemple, on a reçu une commande de la Tunisie grâce à une action UbiFrance. Nous sommes aujourd'hui connus en Arabie Saoudite grâce à une action UbiFrance. Et je dirais même merci à mes collègues grands groupes. J'ai fait partie d'une mission d'Areva. Areva m'a même mené dans son casier pour essayer peut-être de dire à côté du nucléaire, en France, il y a un peu de solaire. Merci. Donc les deux marques ne sont pas du même avis, mais la diversité, c'est aussi notre caractéristique. On va essayer une question très rapide. Bonjour, merci de me donner la parole. Je suis Sophie Tuffet, directrice de la société Imagène. Et l'introduction en bourse fait rêver tous les entrepreneurs. Et parce que ne pas penser à sa trésorerie tous les matins, vraiment ça fait rêver. Et donc la question extrêmement pragmatique que j'ai à poser, enfin, on pense au rapport boursier après, parce que quand on est en bourse, on est embêté pareil. Hein. C'est d'autres embêtements, hein, mais bon. Vous vous mettez à penser à autre chose du jour au lendemain. Hein. Oui. Enfin, combien coûte une introduction en bourse? Est-ce que vous pourriez me donner une fourchette? En gros, le tarif, il est pas très difficile. C'est l'équation que je shooterais un peu au hasard à vérifier, c'est 500 000 euros plus 5% des fonds levés. Qui dit mieux? Donc 500 000 euros plus 5% des fonds levés. Ouais, ça se chiffre en quelques millions. Ouais. Ce qui est compatible, hein, ça dépend des fonds levés. Hein. Ce qui veut dire souvent une levée de fonds pour faire l'introduction en bourse de toute façon, donc des montages aussi qui peuvent être selon les types d'entreprises, surtout pour des néo-entrepreneurs, loin d'être accessibles. Donc en fait 500 000 euros, ouais, c'est pas un ticket pour voir, quoi. Faut être sûr de son coût. Hein. Après vous êtes très capitalistique aussi. Hein. En fait, souvent les 500 000 euros, le problème c'est quand on n'est pas coté en bourse, c'est une part importante du budget, donc on joue un peu sa vie sur l'introduction en bourse, et donc il faut être quand même sûr d'y arriver, quoi. Donc voilà. On peut descendre aussi la mise, hein. Enfin, on l'oublie de temps en temps, mais on va arrêter la table ronde là. Je vous remercie effectivement beaucoup, merci.